RCN. Le son de la différence. Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou. Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre émission hebdomadaire Dialectique. Alors aujourd'hui on se retrouve dans Dialectique avec une personne que j'ai rencontrée il y a quelques semaines et tout de suite m'est venue l'idée de l'inviter dans cette émission pour parler de ce qu'elle fait, de ce qu'elle est, de son combat, de son projet, de son art même on pourrait dire. Je reçois aujourd'hui Amandine Turiolken. Comment vas-tu ? Ça va, ça va. Merci. C'est une grande Et toi ? première pour toi à la radio. Moi aussi, ça va très bien. Alors, je vais te laisser parler plus près du micro pour qu'on puisse bien t'entendre parce que tu as plein de choses intéressantes à nous dire ce matin. Et puis là, pour rien vous cacher, pour être en toute transparence, tu étais en train encore de photographier juste avant qu'on démarre l'émission, c'est-à-dire pendant le générique, 30 secondes avant le début de l'émission, tu prenais encore en photo. D'où vient cette passion pour la photo ? Bonne question. Je suis venue à la photographie pas forcément par choix. Quand j'ai fait les Beaux-Arts, je voulais faire de la scénographie de théâtre et on m'a dit en gros ou d'aller dans une école de scénographie ou de changer. Et j'ai fait de la photographie parce que les autres choses me parlaient moins. Et j'ai toujours su quoi raconter avec un appareil photo, donc en essayant, c'est quelque chose qui est venu assez naturellement. Je sais toujours quoi dire ou quoi faire quand j'ai un appareil photo. Et qu'est-ce qu'un appareil photo dit ? Qu'est-ce qu'il peut dire ? Je pense que c'est l'idée plutôt que de partir d'une page blanche où on va dessiner et tout créer. Là, on part de quelque chose de réel. En tout cas, dans mon cas, comme j'ai une approche plutôt documentaire, il s'agit plutôt de déconstruire ce qui se passe devant nous, plutôt quelque chose qui va de l'intérieur de soi vers l'extérieur. C'est plutôt l'extérieur que j'amène de l'appareil. J'essaye. Et c'est vrai que tu as plusieurs casquettes. Tu es doctorante en anthropologie au laboratoire Lynx, si je dis bien. Donc, tu es à l'université de Strasbourg. C'est ça. Et Université de Lorraine aussi cette année au CREM. Au CREM, voilà, au centre de recherche ici même à Nancy. T'es photographe, anthropologue. Tu préfères qu'on te présente sous quelle étiquette ? En fait, en général, dans le milieu de la photographie, je me présente comme anthropologue, dans le milieu de l'anthropologie comme photographe. C'est une belle passerelle entre les deux. Il y a aussi une passerelle qui se fait tout naturellement, c'est avec le journalisme. En quoi on peut comparer ton travail à celui d'un journaliste ? Je pense qu'il y a l'idée de documentation, l'idée de partir du réel, l'idée de comprendre le monde. Après, mon travail est peut-être moins ancré sur l'actualité que le journalisme, et c'est peut-être là qu'est la différence avec le avec le documentaire. De toute façon, même dans le journalisme, il y a aussi le journalisme sur le temps long qui n'est pas sur l'actualité brûlante, et c'est peut-être là le volet qui te concerne un peu plus dans ton approche sur ton travail. Oui, je pense. Après, c'est vrai que il y a toujours des thématiques quand on étudie, et c'est vrai que j'ai jamais trop étudié le journalisme, mais je sais que je suis très contente d'en rencontrer parce qu'on a quand même plein de choses en commun dans notre manière de voir et d'aborder le monde. Et t'es en résidence en ce moment même sur le quartier du Haut-du-Lièvre à Nancy, et tu fais un travail autour de la représentation de la femme. Pourquoi ce projet ? D'où vient-il ? Quelles en sont les origines ? Les toutes premières origines, la première fois que j'ai mis les pieds dans le quartier, je crois que c'était en 2011, et c'est un des tout premiers ateliers que je faisais au collège Claude Le Lorrain, qui n'existe plus aujourd'hui. Qui a été rasé. Ouais. Et on a documenté avec quelques élèves la chute. On a pu visiter le Blanc Sycomore pendant qu'il était détruit, enfin entre deux destructions. Bien sûr, Blanc Sycomore qui était un immeuble mythique sur le quartier, pas très loin de la grande barre symbolique du quartier du Haut-du-Lièvre, le Cèdre Bleu. Donc près de entre cette barre-là et le stade de basket à Gentilly, il y avait donc ce bâtiment-là, le Blanc Sycomore. C'est ça. Et ensuite, pendant quelques années, j'ai fait d'autres projets. Je suis revenue sur le plateau en 2016 où j'ai commencé à m'occuper des techniques éducatives à l'IRTS, où l'idée c'est de former les étudiants, les futurs travailleurs sociaux, un peu à autre chose que du travail social et à l'art, à des sensibilités. Et pendant ces semaines-là, pendant une semaine, je les amène dans le quartier rencontrer les habitants. Ils doivent faire des photos, des portraits.
Donc depuis 2016, je fais ça régulièrement, donc j'y suis allée souvent. En 2018, j'ai fait une première résidence, donc un premier travail personnel sur le quartier, où là j'étais plus avec des habitants ou des étudiants, mais moi, sur la manière dont les habitants percevaient eux-mêmes le quartier. Et cette année, donc c'est parti pour une deuxième résidence, et l'envie de travailler avec les femmes m'est venue parce qu'en septembre, j'ai travaillé avec des femmes célibataires, des mères célibataires. Mhm. Ce sont aussi des femmes, hein, célibataires. On n'est pas que mères, on est aussi femmes. Qui ont des enfants. Qui ont des enfants, en l'occurrence. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment complètement chamboulée. C'est des femmes qui avaient vraiment une grande force. Et je me suis dit que je voulais à tout prix parler de ça. Et je savais que j'aurais une résidence au du Lièvre. Donc je me suis dit, OK, j'ai envie de travailler là-dessus, mais pas que autour des mères célibataires. Je me suis rendu compte en allant régulièrement sur le quartier depuis, je pense, 5 ans maintenant, qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient ultra actives dans le quartier, dans les associations. C'est quelque chose dont j'avais envie de parler. Je me suis aussi rendu compte qu'il y avait beaucoup de femmes qui parlaient pas français. C'est quelque chose qui m'avait marqué. Je trouvais qu'il y en avait beaucoup plus que des hommes. C'est quelque chose qui m'interpellait. Et de prime abord, il pouvait aussi y avoir cette vision que parfois le Haut-du-Lièvre, c'est un peu un quartier pour hommes. Parce que dans la rue principale, on peut peut-être plus les voir. Et en côtoyant les femmes, je peux me rendre compte qu'il y a aussi plein d'espaces dédiés aux femmes et qu'en fait, elles sont présentes et que c'est juste une image que j'ai pu avoir. Voilà, tout ce qui m'a donné envie d'avancer. Donc oui, ton travail, c'était de mettre en lumière un peu ces femmes-là dans la façon dont elles occupent l'espace sur ce quartier mythique de la ville de Nancy. C'est ça, dans l'espace public, mais aussi de suivre dans leur quotidien. En fait, je me suis dit qu'une des meilleures manières peut-être d'aborder la représentation en étant un peu plus loin des stéréotypes ou des images que moi-même je peux projeter, c'est de suivre dans le quotidien. Donc pour le moment, j'ai suivi 3 mamans où je suis arrivée à 8h du matin chez elles. On est allé à l'école, accompagner leurs enfants et on a passé une journée complète là-dessus. Et c'était très intéressant parce que je travaille sur le quartier, donc j'ai une vision du quartier qui est assez forte, alors que pour elles, en fait, c'est juste des mamans qui emmènent leurs enfants à l'école et le quartier est pas si important que ça, que ce soit ici ou ailleurs. Ça permet de faire toute une déconstruction aussi qu'on peut avoir en tête. Donc tu as apporté un autre regard et puis c'est vrai que ton travail, de ce que j'ai pu en apercevoir, s'articule beaucoup autour des femmes. Pourquoi cette thématique compte pour toi ? C'est pas forcément volontaire. En tout cas, je pense déjà que avec l'âge, c'est vrai que je me suis plus intéressée aux femmes. C'est quelque chose qui n'était pas du tout important pour moi avant. Et après, on grandit et on se rend quand même compte que c'est un peu plus difficile quand on est une femme et qu'il y a aussi des discriminations, etc. Donc c'est quelque chose qui m'a touchée. D'autant plus que les projets que je fais, les documentaires que je fais, je les veux vraiment collaboratifs. Et les personnes, à un moment donné, qui m'ont le plus aidée, ça a toujours été des femmes, que ce soit avec des honnards, il y a eu beaucoup un couple, mais surtout une femme qui a toujours été présente, qui a donné énormément de choses. Il y a une famille syrienne aussi avec laquelle je travaille énormément en ce moment et il y a 2 femmes qui sont absolument incroyables et qui m'aident. Donc, à un moment donné, je me dis, c'est peut-être aussi rendre ce qu'on donne. Il y a une part de reconnaissance en termes d'humanité, de sororité à travers ces femmes, ou plutôt ton travail t'impose de prendre beaucoup de distance? C'est un mélange des deux, ce qu'on appelle la distance juste en anthropologie. La distance juste? Très bien, quel est ce concept pour nos auditeurs? C'est l'idée de trouver la bonne distance entre pouvoir être très proche de gens avec qui on se lie d'amitié, puisqu'on est sur des temps de documentaires de 4-5 ans. Où c'est des fois des moments, des temps que je passe plus que n'importe qui avec ces personnes, plus qu'avec d'autres, avec tous mes amis par exemple. Donc on est forcément très proches et en même temps il s'agit aussi d'essayer d'avoir un peu de recul, d'essayer d'être un peu, d'atteindre une certaine objectivité tout en ayant des liens forts avec les personnes. Enfin c'est un peu le jonglage entre les deux et qui varie d'une personne à l'autre. C'est pas une maîtrise absolue, ça dépend des gens qu'on rencontre, ça dépend de soi, ça dépend du moment. 13h, 14h, Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou.
Et on est sur RCN 90.7 avec Amandie Turiol-Ken qui vient nous parler de ses photos, de son travail sur la représentation des femmes dans le quartier du Haut-du-Lièvre. On vient d'écouter le morceau de Deluxe, Moustache Gracias, titre éponyme de leur dernier album sorti la semaine dernière. Il parle de la femme la plus moustachue, une femme symbolique. Est-ce qu'il y a des femmes, toi, qui t'ont marqué? Il parle de Frida Kahlo, en l'occurrence. Est-ce qu'il y a des femmes qui t'ont marqué, toi, dans les rencontres que tu as pu faire? La question serait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a pas marqué? D'accord. C'est plutôt ça. C'est plutôt les femmes que tu as rencontrées ont laissé une empreinte, ont eu leur image a été forte. Moi, je trouve ça toujours incroyable. En général, je travaille sur des temps très longs, donc je connais les personnes avant de les photographier, souvent depuis plusieurs mois. Mais dans le cadre de résidence, il faut aller assez vite. Et je trouve ça toujours incroyable quand des personnes m'accueillent alors qu'elles me connaissent pas et qu'elles me donnent tout et qu'elles se laissent prendre en photographie alors que ça reste intimidant. Et d'ailleurs, se laisser prendre en photographie, c'est assez faux. C'est plutôt, j'ai l'impression même qu'elles donnent, elles posent et finalement c'est moi qui, oui. Elles prennent l'appareil par leur présence, c'est ça? Oui, elles sont dans le projet, elles sont là et je trouve qu'il y a une générosité qui à chaque fois, moi, m'étonne. Pourquoi est-ce que des gens qui me connaissent pas ou très peu me font confiance et donnent énormément d'eux et de leur quotidien? C'est quelque chose qui me touche beaucoup à chaque fois. Qu'est-ce qu'il y a d'intimidant dans la photo? À faire ou quand on est pris en photographie? Les deux. Les deux. À faire, de mon côté, je suis une personne assez timide, donc il y a quelque chose que je peux trouver assez brutal de le faire prendre une photographie, surtout à quelqu'un qu'on connaît pas beaucoup. Il y a quand même une confiance, on a entre soi la représentation de l'autre, avec l'idée, en plus ce sont des photos qui potentiellement peuvent être exposées, diffusées, donc il faut une certaine confiance et je pense que ça peut être assez brutal de prendre l'image de quelqu'un. Par exemple, je suis absolument incapable de faire de la street photo et d'aller dans la rue et de prendre quelqu'un que je connais pas comme ça sans son avis. Et je pense que si on me le faisait, je le prendrais même assez mal. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez important dans l'image qu'on donne. Donc, assez intimidant. Du point de vue de la personne photographiée. Et du photographe aussi. Je me vois mal aller vers quelqu'un en disant... Tiens, salut, on se connaît pas, allez, je vais prendre ton image et ciao. Et pour les personnes qui sont photographiées, comment ça se passe une séance typique, pardon. Donc c'est des mois et des mois de discussion, t'apprends à connaître avant même de prendre la première photo ou parfois dès le premier jour, il se peut que tu sortes l'appareil et que... Eh ben, ça dépend des projets. Sur les documentaires qui sont des projets vraiment sur 5 ans, le premier que j'ai fait, c'était Zone 54 avec des zonards. Là, je pense que j'ai zoné pendant près de 6 mois avec eux avant de faire des photos. Zoner, c'est marcher dans la rue, mettre, je sais pas, 45 minutes à faire un trajet qu'on ferait en 3 autrement, c'est s'arrêter, parler aux gens, s'approprier voir ses une amis. zone. Un petit peu, ouais, c'est ça. En déambulant, en se pavanant, même presque, quoi. C'est ça, c'est reprendre un peu le quotidien des zonards. Et là, j'ai mis 6 mois avant de faire les premières photos. Et c'est même eux, au bout d'un moment, qui m'ont dit « Bon, t'as dit que t'étais photographe, c'est sympa. » Quand est-ce que tu commences? Et là, je me suis dit « Ok, j'avais senti qu'ils avaient suffisamment confiance, et moi aussi. » Avec les personnes syriennes, ça a mis presque 1 an. Et là, le déclic s'est vraiment fait avec une famille, une personne. Issam, quand je l'ai rencontré... il parlait peu français, ce qui est pas évident aussi du coup pour essayer d'avoir le consentement ou être sûr que la personne soit d'accord. Du coup. Au tout début, on le faisait par Google Translate interposé. D'accord. Donc c'était assez folklorique. Et après, sa famille est arrivée. Et alors, pour le coup, je me souviens quand ils sont arrivés, on est allé à Paris avec Issam. On est allé à Paris les accueillir. Ils arrivaient à l'aéroport. Et il m'a demandé de prendre des photos de ses retrouvailles, mais sa famille me connaissait pas du tout. Et ça, pour moi, c'était un moment qui était très violent. Et puis, je voyais les regards, eux aussi. Enfin, ils arrivent de Syrie, dans un pays qu'ils connaissent pas, avec une langue qu'ils connaissent pas.
Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui les prend en photo, ils comprennent pas pourquoi. C'était très, très intimidant et c'était très dur pour moi parce que j'avais l'impression de voler leur moment. Mais au final, ils ont tous été très contents une fois qu'on s'est connus, que j'ai pu expliquer le projet, d'avoir des souvenirs de ce moment-là. Mais sur le coup, j'ai pas pu leur parler quand ils sont arrivés. C'était dès qu'ils descendaient de l'avion, j'étais déjà là en train de prendre des photographies. Et comment s'immiscer justement dans ces moments d'intimité là c'est vrai qu'un moment de retrouvailles, c'est quelque chose de très chaleureux, très intime. Comment trouver sa place dans ces moments-là? Est-ce qu'on se fait tout petit? Est-ce qu'on se dit bon bah on y va quand même puisqu'il faut faire les photos absolument, alors on se jette à l'eau sans se poser de questions? Qu'est-ce qu'on ressent? Eh ben, je pense un mélange des deux. D'un côté, se faire tout petit, mais c'est ce que j'essaye de faire d'une manière générale. Je pense que en anthropologie, c'est plutôt une bonne méthode, c'est d'essayer d'être assez discret. Après, est-ce que je le suis vraiment? Ça, il faudrait que les autres témoignent. Et il y a beaucoup faire comme on peut. Ce moment-là, je savais qu'il aurait pu être très important pour après. J'avais cette idée-là, mais sur le coup, c'est vraiment plus prendre sur soi parce que éthiquement, prendre une famille qui arrive, qui est pas au courant, c'est quand même assez compliqué. Et c'est des fois ce que je peux ressentir justement dans les projets de résidence qui sont beaucoup plus courts, de prendre en photo des personnes que je connais pas beaucoup. C'est très compliqué. Et c'est pour ça que je suis toujours très touchée quand les personnes m'accueillent et au final presque me rassurent alors que ça devrait être mon rôle. Et au final, c'est elles qui me prennent et les femmes que j'ai rencontrées ici, c'est ça, je dois les prendre en photo. À peine arrivée à la maison, j'arrive vers 8h, on ramène les enfants à l'école, enfin il faut commencer les photos tout de suite. Alors que une femme, je l'avais jamais vue avant, celle qui m'a appelée, et une autre, je l'avais rencontrée qu'une seule fois. Et au final, toute la journée, elles m'ont accueillie, elles ont été bienveillantes, elles m'ont rassurée, elles ont fait des pauses, elles ont rigolé avec moi. Donc c'est même plus elles, pour le coup, là, qui ont porté la relation humaine. Donc, pour toi, la photo, est-ce finalement le meilleur moyen pour toi de t'exprimer? Ou l'un des meilleurs moyens de t'exprimer? C'est vrai que quand on est arrivé dans le studio, tu as eu ce réflexe tout de suite de prendre l'appareil. Hein, j'ai l'impression qu'il ne l'est jamais rangé, hein, cet appareil, il est toujours là dans ta main, et de shooter de tout naturellement, un peu, entre guillemets, ce qu'on appelle des photos volées, c'est des photos sur l'instant. En quoi ça permet de t'affirmer, ça te permet de t'affirmer? Eh ben, je sais pas si ça permet de m'affirmer. J'espère plutôt, dans le cas du documentaire, d'être avec les autres. Et ce qui m'intéresse, c'est plus de témoigner et de trouver le moyen le plus juste possible de témoigner. Par exemple, je sais pas vraiment si j'ai un style. Après, quand je regarde avec d'autres photographes, on se rend compte qu'en étant dans la même journée, on fait pas du tout les mêmes photos. Mais en tout cas, je cherche pas forcément le style ou avoir une patte si c'est dans les méthodes de travail, c'est-à-dire de collaborer avec les gens dans les temps longs. Et pour la deuxième question, j'ai oublié. La deuxième question, c'était le moyen de t'exprimer, de t'affirmer, ou enfin l'un des meilleurs moyens de t'exprimer, du moins. Ah oui, m'exprimer. Et je pensais surtout à quand tu disais j'ai toujours mon appareil photo. Alors Oui. ça, ce qui est assez marrant, c'est que je peux donner cette impression-là, surtout en résidence, parce que pour moi, 1 an, c'est rien du tout. Je travaille en général sur 5 ans, donc pour moi, 1 an, c'est l'équivalent d'une seconde. Donc j'ai ce côté où je prends beaucoup de photographies ici, de peur, je sais pas, de pas pouvoir les refaire après. Mais en temps normal, je fais partie des photographes qui n'ont jamais leur appareil photo. Je ne prends jamais de photos en vacances. Tu n'es pas paparazzi. Non. Ah non, et dès que j'ai l'appareil photo sur moi, j'ai l'impression de travailler. Donc je n'ai jamais un appareil photo sur moi, sauf si je sais que je vais faire des photographies. Après, il y a aussi cette idée, j'ai commencé il y a 1 an à essayer de documenter au jour le jour les documentaires et les projets sur Instagram. Donc du coup, j'essaye de prendre des photos des projets pour essayer justement de documenter la recherche en train de se faire. Sur Instagram, on peut donner ta page, hein, il y a de très très belles photos. Donc ta page, c'est tout simplement Amandine Thury-Holken, hein, on le mettra sur RCN. Là, pendant que je te parle, je regarde en même temps les photos, elles sont très belles. Des photos de femmes en train de se préparer, en train de se maquiller. Pourquoi la photo et pas un autre média? Pendant longtemps, on m'a dit, ah, tu devrais faire plus de la vidéo, du cinéma, parce qu'en documentaire, c'est un peu plus populaire et ça se diffuse mieux.
Mais ce qui me bloque dans la vidéo, mais qui est un médium qui m'intéresse beaucoup, mais c'est la linéarité. Je n'arrive pas à penser, pareil, je n'aime pas écrire. Ce qui est compliqué quand on fait une thèse, mais je déteste écrire parce qu'il y a cette idée d'aller d'un point A à un point B. Un film, c'est la même chose, il y a un début et une fin. Et ce que j'aime particulièrement dans la photographie, c'est que c'est quelque chose qui peut se penser dans l'espace. On peut regarder une photographie, une expo de droite à gauche, de haut en bas, les photographies les unes en face de l'autre, et on peut raconter comme ça plein d'histoires, raconter plein de fils narratifs en 3 dimensions, et c'est beaucoup plus proche de ma manière de penser que les autres médiums traditionnellement dédiés au documentaire. Donc c'est ce que la photo a de différent, c'est que elle ouvre un champ des possibles en termes de début, de fin ou même d'éternité. Éternité, je sais pas, je pense que là on est dans une vision de, comment on dit, barthésienne de la photographie. Éternité, je sais pas, je pense que n'importe quel dessin ou n'importe quel film peut ouvrir sur l'éternité, n'importe quel souvenir, n'importe quel objet, mais plus en termes de 3 dimensions, en tout cas d'éclatement de la pensée, plutôt que linéarité. Jusqu'à 14h, Dialectique sur RCN. Et on est sur RCN 90.7 avec Amandine Turiolken. On vient d'écouter Olivia Ruiz avec Milo Mohémé qui photographie des gens heureux. Amandine, est-ce que tu as photographié des gens heureux? Oui, j'ai photographié de tout, mais d'ailleurs c'est beaucoup plus facile de photographier des gens heureux que des gens en train de se disputer. Ça t'est déjà arrivé? Oui, alors c'est arrivé de prendre sur le vif, mais là il faut quand même une confiance qui est incroyablement forte pour se laisser photographier dans un moment qui peut potentiellement être dévalorisant pour soi. Et ça a déjà été arrivé, sinon de rejouer ce moment-là après pour pas interférer dans l'émotion, mais dans le documentaire, à mon avis, on peut pas montrer que des choses heureuses. C'est pas le cas, et c'est surtout pas le quotidien des zonards ou des personnes syriennes où il y a des moments difficiles. Alors comment rendre compte d'un journal de bord sur Instagram, un documentaire aussi proche de la vérité quand on sait qu'aujourd'hui les réseaux sociaux et notamment Instagram est un réseau très aseptisé en termes d'émotions, très plastifié, c'est-à-dire que la mise en avant du bonheur absolu, de l'énergie tout le temps positive, seulement du bon côté, c'est quelque chose qui prédomine sur ce média-là. Comment créer une page Instagram où on se dit ok, bon bah on va mettre un peu toutes les émotions les plus proches du réel? Eh ben, l'enjeu pour moi, il était pas tant sur documenter au plus proche que l'art en train de se faire, parce que j'ai ce sentiment que, enfin, je pense pas que ce soit qu'un sentiment. On parle toujours des œuvres finies, comme s'il y avait du génie, comme si tout avait toujours été là depuis le début. Et je trouve que c'est assez peu documenté la manière dont les œuvres se créent sur la durée, la manière dont il y a plein de hasards, dont il y a plein de rencontres, il y a plein d'imprévus, pas que, mais il y a ça. Et l'idée, c'était vraiment de pouvoir documenter ça, qui est peut-être une vision assez anthropologique de l'histoire de l'art. Et c'était vraiment de montrer le documentaire en train de se faire, avec des fois, quand je relis, genre la première fois que je suis allée à Longwy, ou la première fois quand j'ai commencé ce projet-là, j'ai une vision qui est très très naïve, je débarque, tout paraît fou, tout paraît incroyable, et petit à petit les choses se déconstruisent, et c'est plutôt sur documenter l'avancée du projet, et justement pouvoir réfléchir à qu'est-ce qui change à la fin quand on expose, quelle est toute l'aventure qui a mené là, ça c'est sur Instagram, et après qu'est-ce qu'on en garde. Qu'est-ce que tu gardes toi pour l'instant parce que tu es encore en cheminement, mais entre ton premier regard, donc ce regard naïf, et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Eh ben, d'une manière générale, sur le plateau et au du Lièvre, mon regard a déjà énormément changé avec le temps. Parce que je me souviens, au début, il y a quelques années, quand j'y allais, on disait, oh là là,
Va pas là-haut, va pas seul. En plus, t'es une femme. Il y a des gens qui balancent des lave-vaisselle par-dessus les vitres. Nadine Morano qui disait qu'on peut pas trouver de jambon, ni de vin dans ce quartier. C'est vrai que ça fait peur. Et j'ai beau habiter à 500 mètres en bas, en contrebas, c'est l'image qu'on a, parce qu'en plus, il y a la forêt. Enfin, c'est quand même un quartier qui est assez à part, qui est Bien séparé sûr. physiquement du reste de Nancy. Pourtant, Donc, qui fait partie de la métropole, enfin de la ville de Nancy, quoi. C'est ça, mais on n'y va pas. Et donc, il y a toute cette image-là qui s'est déconstruite, même parfois en faisant des ateliers à l'IRTS, où parfois certains étudiants peuvent avoir peur en disant mais on peut pas se balader avec les appareils photo dans le quartier, on va se les faire voler. On va se J'ai faire dit, bah, repiquer. allons-y, on verra. Et au final, il n'y a jamais eu aucun problème. Je trouve même, au contraire, que les gens sont assez bienveillants et sont même accueillants. Enfin, ils sont assez curieux. Moi, quand je me balade à Nancy, il n'y a pas beaucoup de gens qui m'accostent. Ici, ça peut arriver par le simple fait d'être là, d'avoir un appareil photo. Il peut y arriver que des gens viennent pour me demander ce que je fais, s'intéressent au projet. Et je trouve aussi, et ça je te l'ai déjà dit, j'aime beaucoup travailler ici parce que je trouve que c'est simple. C'est simple de t'avoir rencontré, c'est simple d'avoir rencontré plein de personnes qui travaillent dans les associations, que ce soit à la MJC, à ZAE ou Zone des Cités. C'est juste à pousser la porte un jour où j'y vais. Et il y a toujours quelqu'un pour m'accueillir, qui a 2 minutes pour que je puisse proposer les idées que j'ai en tête, pour dire OK, on peut faire ça. Ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à retrouver ailleurs. C'est quand même un vrai bonheur de juste pouvoir pousser une porte et d'avoir des gens qui sont là et prêts à faire des choses. Qui ont du temps. Est-ce que cette notion de prendre du temps pour discuter avec toi, c'est quelque chose que tu retrouves rarement ailleurs ou c'est l'une des spécificités peut-être de ce quartier? Eh ben, je pense que c'est une spécificité. Pour d'autres personnes, je trouve du temps, mais il faut prendre 4 rendez-vous avant et 5 mails et 3 appels et coups de téléphone. Et là, c'est plus que prendre du temps, parce que souvent, vous êtes aussi très occupé et tout le monde travaille. C'est plus, je dirais, saisir le moment. Et saisir l'opportunité en disant, bah, OK, elle est là maintenant, et ben, parlons maintenant, et peut-être aussi d'accueillir les gens, je sais pas, mais... Et qu'est-ce que ton regard d'anthropologue emmène à l'art? Et aussi, j'allais te demander limite le regard social en parlant des jeunes de l'IRTS. Qu'est-ce que ça emmène C'est une bonne question. L'anthropologie et l'art, pour moi, je le vois comme un croisement. C'est-à-dire que déjà l'art en anthropologie, je pense qu'il peut essayer d'amener un regard qui est plus créatif. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi se limiter à des formes simplement parce qu'elles existent et qu'elles sont la norme. Au final, une norme est une norme. Elle pourrait être très différente à un autre endroit du monde, à un autre moment, ou très différent, parce qu'on a une manière de penser qui est différente. Et l'art, le système de l'art a au moins cette liberté-là qui permet d'expérimenter un peu plus de choses. Donc je pense que l'art en anthropologie permet d'apporter ce regard-là. Et l'anthropologie dans l'art, je dirais que ça permet peut-être de faire des choses de manière un peu plus consciencieuse, dans le documentaire en tout cas. en termes de méthodologie? Ouais, je pense en termes de méthodologie, en termes de méthode, oui. C'est-à-dire que ce que l'anthropologie t'apporte dans ton approche artistique, c'est la façon dont tu vas agencer, cheminer, mettre en œuvre, finalement, pour atteindre le but. Ouais, je dirais que l'anthropologie, ça m'a permis de prendre conscience de choses que je faisais déjà avant, en fait, mais de manière instinctive. Et là, ça m'a vraiment permis de les travailler. Et ça m'a aussi permis énormément de réfléchir à l'éthique qu'on porte à l'autre. De quelle manière est-ce qu'on s'adresse à l'autre de manière éthique et responsable? De quelle manière est-ce qu'on le considère? Comment est-ce qu'on peut parler à l'autre et vraiment l'écouter? Et pas que expérimenter, mais c'est vrai, avoir tout un bagage qui permet aussi de mieux voir, de mieux observer, de mieux comprendre. Et là, on va un peu dériver sur tes élèves. Qu'est-ce qu'il y a de social dans l'art? Parce que tu les inities à ça aussi, hein, avec ton approche photographique, de documentaire.
Qu'est-ce qu'on peut retrouver de social dans l'art? Eh ben, de mon côté, ça serait surtout déjà la rencontre et l'idée d'aller à la rencontre. Moi, j'adore les semaines passées à l'IRTS parce que c'est toujours marrant avec les étudiants en plus de les forcer à faire ce que moi je ne fais pas. C'est-à-dire de les forcer à aller parler à des inconnus de la rue et de les prendre en photographie, qui est quelque chose que je ne fais pas du tout. En quelque sorte, tu le fais. Peut-être moins parler, mais les prendre en photo. Mais quand je prends des gens en photographie, je les connais quand même depuis un tout petit peu plus longtemps, où il y a au moins un commun accord avec ces femmes, où on prend rendez-vous pour passer la journée ensemble. Là, eux vont vraiment de la rue, ils marchent, ils ne connaissent pas, et je dis tiens, lui là-haut, va lui parler, va lui demander ce qu'il pense du quartier. Donc, je pense la photographie comme lien social et lien de rencontre. Et comment les étudiants ils perçoivent cette approche? Comment ils s'imprègnent de tout ça? En général, au début, c'est assez intimidant. C'est aussi très fatigant parce il s'agit d'être vraiment pleinement à l'écoute. Et petit à petit, eh ben, on en parle, on fait des retours, on retourne en classe, on retourne sur le terrain. Et du coup, l'idée, c'est aussi de peaufiner sa méthode et de trouver un autre moyen de s'adresser à l'autre. Puisque le but, c'est de quitter un peu son rôle de travailleur social pour être un peu plus dans le rôle de l'artiste ou de l'anthropologue, mais où il y a l'idée de ne pas soigner après, de ne pas faire de travail social, mais simplement d'être là. La présence, c'est quelque chose de fondamental en sociologie? Oui. Alors, je parlerai plus pour l'anthropologie, je connais un peu moins la sociologie, mais bon, c'est des matières qui restent très très proches et beaucoup de personnes font l'un et l'autre, mais j'ai pas du tout eu un parcours en sociologie. Mais la présence, à mon sens, c'est quelque chose de fondamental. C'est la base. Il faut être là, ne serait-ce que par respect pour l'autre déjà. Il s'agit d'être là. Et je pense que c'est aussi à ce moment-là qu'il se passe quelque chose. Quand on est là, l'autre est là. Et c'est quelque chose que j'ai compris très très tard. Je trouvais que l'idée de don et de contre-don de mots, c'était pas terrible et j'y croyais pas trop. Et au final, c'est quelque chose que j'ai compris il y a seulement quelques années. Et c'est vrai que quand on donne quelque chose, la plupart des gens ont envie de donner en retour. Les gens te donnent, notamment, tu me parlais du fait que voilà, tu prennes des rendez-vous, tu programmes ces journées avec ces femmes-là. Comment ça se passe une journée typique d'interview? C'est un coup de fil, un rendez-vous, et puis tu te laisses porter. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans ces journées-là? Eh ben, quand je travaille ici, je me lève assez tôt. J'aime bien venir à pied. Donc j'ai déjà toute l'avenue de Boufflers pour me mettre en condition. Le petit sport matinal. Il faisait beau à chaque fois, j'ai eu de la chance, mais pour pouvoir me mettre en condition, pour me préparer, pour être arrivée en étant entière, justement, et pas avoir le stress du bus, du retard, etc. Quand je sais que j'y vais à pied, je maîtrise tout. Puis j'ai le temps de réfléchir à comment va se dérouler la journée. J'arrive vers 8 heures. En général, je me présente. Et je demande aussi si je peux faire des photographies. Évidemment, ça me paraît important, même si c'est sous-entendu, puisque ma présence est là pour ça. Je demande toujours si je peux faire des photographies. Et puis, j'essaye d'en faire une assez vite, je pense, comme ça, pour voir peut-être un peu la réaction des personnes et pour voir comment ça se passe. Mais je passe pas du tout mon temps à faire des photos. Ça, au final, ça prend quoi? 3 secondes de faire une photographie. J'en fais peut-être une 50aine sur une journée, donc ça me prend quelques minutes. Et après, tout le reste du temps, c'est du dialogue. C'est discuter, c'est de comprendre ce qui se passe. Parfois, c'est juste attendre, observer, réfléchir après. C'est ça. Et tu parlais tout à l'heure de ta timidité. En quoi t'as dû l'affronter? En quoi t'as dû te surpasser pour mener à bien ce projet? Eh ben, rien qu'en étant là avec des personnes qu'on connaît assez peu. Après, ce que je dis à mes étudiants à l'université, c'est quand vous êtes sur le terrain, que vous soyez timide ou pas, c'est pas la question. La seule chose qui compte, c'est que vous fassiez au moins semblant de pas l'être. Est-ce qu'il y a une forme de jeu dans tout ça? Alors, ça peut être de jeu social,
ou une façon de trouver un amusement à travailler sur ce projet-là, bien qu'il soit sérieux? Un amusement, je suis entièrement d'accord. Et il y a un chercheur que j'aime énormément dans mes études et où est basée une partie du doctorat, c'est Bakhtin, Michael Bakhtin. Et pour lui, à un moment donné, dans les sciences, dans la vie, dans la littérature, il faut du jeu, il faut de l'amusement, il faut de l'ironie, il faut avoir une vision carnavalesque du monde. Sinon, ça n'a aucun sens. Et j'aime beaucoup cette idée-là. Et je pense que on peut faire des choses sérieuses, mais aussi joyeuses, ça n'empêche pas. Et c'est vrai que j'aime bien cette idée de l'amusement et de s'amuser quand c'est possible avec les gens. 13h, 14h, Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou. Et on est sur RCN 90.7 avec Amandine Turiol-Ken. On parle de photographie, on parle de représentation des femmes à travers la photographie sur ce quartier du Haut-du-Lièvre. On vient d'écouter le morceau de DC's qui s'appelle Casino. Il nous dit que l'amour, c'est chelou. Est-ce qu'il y a déjà eu des situations cheloues, des situations un peu étranges lors de cette expérience, au long de ce projet pour toi? Pour le moment, au Haut-du-Lièvre, pas encore. Je crois pas que j'ai en tête. Mais j'ai souvenir d'une expérience avec les zonards. Il faut savoir que je suis assez maladroite et tête en l'air. Je suis un peu le grand blond. Mhm. Et je me souviens d'une fois deux personnes qui se disputaient. Et moi, j'étais à côté. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi ils se disputaient. Et ils disaient « Enlève ton badge, enlève ton badge, enlève ton badge ». Et je me suis interposée entre deux parce que la seule chose que je voulais savoir, c'était pourquoi ils se disputaient. Je me suis pas dit qu'il fallait pas m'interposer, je pensais pas à ça à ce moment-là. La seule chose qu'il y avait dans ma tête, c'est qu'est-ce qu'un badge? Et en fait, il parlait du badge et d'un badge antifa qu'il voulait enlever parce que je sais pas, il y avait une embrouille à cause de quelque chose. D'accord. Et je me suis mis vraiment entre les deux. Physiquement, Ouais. interposé entre Parce les que deux. je voulais comprendre et c'est après que je me suis dit bon, peut-être c'est pas. Et ça les a fait éclater de rire. Au final, ils sont démêlés complètement. Donc ça a été une situation un peu bizarre. Est-ce qu'il y a des moments où justement cette notion de tu parlais de juste distance a été parce que les frontières elles sont assez ténues entre le fait d'être présent pour les personnes, parler de présence pour les photos et puis d'être présent dans leur vie. Eh ben, l'idée, le souvenir que j'ai, c'était tout au début de Zone 54, du documentaire fait avec les zonards. C'est le premier projet que je faisais après les Beaux-Arts et c'est le premier projet auquel je m'intéressais à des personnes que je connaissais pas du tout. Je commençais aussi l'anthropologie à ce moment-là, donc j'étais tout au début. Et on expérimente cette idée de distance juste dont j'en parlais avant. C'est pas forcément quelque chose d'inné, en tout cas ça l'était pas pour moi. Et je pense que je suis une personne qui est assez volontaire et assez joyeuse et souriante aussi. Donc en général, quand j'y vais à fond. Et à un moment donné, j'ai rencontré une personne qui avait pas mal de problèmes et j'ai voulu être gentille et être à l'écoute alors qu'au final, c'était pas du tout ma place. Et c'est une personne qui s'est énormément confiée à moi et peut-être un peu trop et ça a créé pendant un moment un rapport de dépendance dont j'ai mis très longtemps à me défaire parce que j'étais pas du tout en capacité de pouvoir l'aider. Mes études m'ont pas permis de pouvoir aider les personnes qui ont des problèmes sur eux-mêmes ou qui ont des doutes et ça a été vraiment. Enfin, c'est là que j'ai compris qu'il faut qu'une relation, ça se travaille en fait. On n'y va pas à l'arrache, c'est pas possible parce qu'on peut se faire du mal à soi, certes, mais surtout aux autres. Je me dis à cette personne-là, je lui ai potentiellement fait du mal en ayant été un moment trop proche et après en devant m'enlever de ça. Et qu'est-ce qui a été le plus marquant durant cette résidence pour toi? Alors, on en est au début. Oui. C'est le plus marquant du début. Le plus marquant du début, je pense que c'est vraiment l'accueil qu'il y a eu avec ces femmes. J'en reviens toujours pas. Elles ont été incroyablement gentilles et on a exposé quelques photographies à la Clairière pendant la journée des luttes du droit des femmes. Et elles sont venues et pareil, elles étaient là, elles étaient entières, elles étaient ravies d'être là, elles m'ont présenté à d'autres personnes. Donc je pense qu'il y a ça. Et il y a aussi, à un moment donné, je prenais des photos au-dessus de la MJC sur la butte, donc c'est un peu surplombant sur le quartier.
Et à un moment donné, il y a un homme en bas qui passe, qui a l'air assez jeune, et qui m'interpelle en me demandant ce que je fais. Donc je lui dis que je fais des photographies. Il me demande, je crois, si je suis journaliste. Je dis non. Et il me demande, est-ce que vous êtes documentaliste? Et c'est quelque chose que j'ai adoré, qui m'a posé beaucoup de questions parce que tout le monde, en général, quand je parle aux gens, le documentaire, ça leur parle pas. Et c'est une des premières personnes que je croisais pour qui quelqu'un qui prend des photos dans le quartier fait un documentaire. Et je me dis, Waouh. ça me questionne beaucoup. Pourquoi est-ce que cette personne-là est alerte au fait? Est-ce qu'il y a plein de gens qui font des documentaires dans le quartier? Est-ce qu'il y a toujours des gens? Je sais pas, mais ça m'a questionné. Et justement, quel regard d'anthropologue tu portes sur ce quartier-là? Eh ben, bonne question. Alors, qu'est-ce qu'un regard d'anthropologue, déjà? Je dirais que c'est un quartier que j'aime beaucoup. C'est un quartier auquel j'aimerais beaucoup continuer de travailler. Et pourquoi tu l'aimes, ce quartier? Eh ben, justement, par l'accueil des gens, je pense. Et le fait que ce soit simple de rencontrer des gens, ce soit simple d'y être, je me sens sur la même longueur d'onde dans l'accueil. Et il y a aussi plein de choses intéressantes et je pense que c'est un quartier où il y a quand même pas mal de chômage, il y a quand même des difficultés. C'est un quartier qui est excentré. Et moi, ça me passionne de voir comment est-ce que, dans les difficultés, les gens arrivent à faire des choses nouvelles, à créer des nouvelles capacités. Et finalement, il y a un attachement aussi que je trouve incroyable et qui est sincère au quartier. Et c'est toutes ces choses-là que j'ai envie de témoigner. Alors, avant de terminer cette émission, encore une ou deux questions. Comment est-ce que tu choisis tes interlocutrices et quels ont été leur profil jusque-là? Eh ben, je ne les choisis pas. C'est elles qui me choisissent. Et justement, s'il y a des personnes qui veulent faire partie de ce projet-là. On lance un appel officiellement. C'est ça. Aujourd'hui sur RCN, donc voilà. N'hésitez pas à contacter Amandine Turiolken. Donc Turiolken, c'est T-U-2-R-I, plus loin H-O-E-L-K-E-N. Donc tu es sur Instagram. C'est le nom de ta page, tout simplement. Donc voilà, venez la contacter et puis si vous voulez faire partie de ce projet, donc c'est exclusivement des femmes qui habitent sur le plateau, c'est ça? Oui. Oui, parce alors ça c'est quelque chose de très anthropologique, mais c'est vrai qu'il faut circonscrire le projet pour être à taille humaine et je ne choisis pas du tout. J'ai envie de rencontrer tout le monde et de pouvoir échanger avec toute une diversité de personnes. Quels ont été les profils que tu as rencontrés pour le moment, justement? Pour le moment, j'ai rencontré des mamans. J'ai rencontré 3 mamans. Une maman célibataire qui est assez autonome, qui bouge beaucoup. Une maman qui travaille en même temps, qui s'occupe aussi beaucoup des enfants, les 2 autres mamans en fait qui sont incroyablement dynamiques, qui font 1 million de choses, bien plus que moi je peux en faire en une journée. Je sais pas comment elles font. Elles débordent d'énergie. Ouais, elles arrivent à s'occuper du travail, des enfants. J'ai vu, il y avait beaucoup de tâches ménagères aussi. Qu'elle faisait à faire tout ça dans une journée avec le sourire et gérer la vie familiale ou le téléphone au bout du fil d'un côté, un enfant dans l'autre. Ce qu'on appelle la charge mentale, c'est-à-dire de vraiment la surpasser, cette charge mentale. C'est ce que tu as pu observer? Ah bah là carrément, j'ai vraiment été surprise de leur quotidien et de l'énergie qu'ils ont. Après, ça m'étonne pas beaucoup avec les autres mamans que j'ai déjà pu rencontrer. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ce projet? Eh ben, de rencontrer encore plein d'autres personnes et j'espère de réussir à créer une réflexion collective sur les femmes et avec elles sur le quartier. Et qu'on puisse après même montrer ça encore ailleurs, parce que je pense que c'est une parole qui est pas que locale.
Ouais, c'est tout le mal qu'on te souhaite. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Amandine. Et on se retrouve très vite, quant à nous, chers auditeurs, sur RCN 90.7. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org